Bienvenue dans l'iceberg du black metal. Il y aura 6 parties. Préparez votre chocolat chaud, on est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'iceberg, en gros, on commence par les sujets les plus accessibles pour aller tout en bas jusqu'aux cas les plus extrêmes. Je propose un iceberg qui mélange musique et affaires diverses et variées. Et si vous n'avez pas regardé les parties précédentes, je dis navet au lieu de nadi pour éviter la censure et de couper des mots sans arrêt. Vous êtes donc prévenus. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, ça me fait très plaisir. Et j'ai pris en compte vos remarques d'ailleurs à ce sujet. Cette vidéo est consacrée aux profondeurs. Nous sommes donc au niveau 3 de l'iceberg. Bon, les profondeurs, c'est un bien grand mot. J'ai trouvé par contre un schéma récurrent en tournant la vidéo, enfin plusieurs schémas même. La provocation, les groupes un peu fantômes et les groupes qui réfléchissent, parfois peut-être un peu trop. Watain. Watain est un groupe suédois formé en 1998. Les membres fondateurs sont Erik Danielsson, Håkan Jonsson et Pelle Forsberg. Beaucoup de polémiques autour de Watain. Mais d'abord, les albums cultes. Casus Luciferi, sorti en 2003, c'est l'album où Watain trouve enfin sa voix. Un black metal incandescent, mystique et totalement dévoué à la ferveur luciférienne. Les riffs y sont tranchants, mais habités, portés par une atmosphère de rituel enflammé. C'est le disque qui pose les fondations de tout ce que Watain deviendra ensuite. Sworn to the Dark, sorti en 2007, un album plus large, plus affirmé, où la violence devient une liturgie et la mélodie une arme spirituelle. Watain y atteint une intensité quasi religieuse avec un sens du souffle et de la dramaturgie rare. C'est leur percée internationale, un classique moderne du black metal. Alors justement, je trouve que ça fait un peu trop tube et c'est un peu étrange pour du black, ça m'a toujours créé une dissonance, je sais pas pour vous, surtout le titre éponyme. Lawless Darkness, sorti en 2010, c'est le sommet de leur écriture, un album vaste, nocturne, où chaque morceau respire la dévotion et la destruction. Alors, les affaires, évidemment il y en a plusieurs, ça tourne autour de plusieurs sujets, notamment les navets et les animaux. Il y a des photos montrant 7 titans faisant des saluts navets lors d'un événement qui ont circulé. Century Media a immédiatement rompu leur contrat avec eux et cette titan a quitté son poste de guitariste live. Deuxième fait, le gouvernement de Singapour a interdit un concert de Watain au dernier moment. Les motifs sont offense, incitation à la haine religieuse, promotion de la violence. Et Watain a une espèce de réputation générale autour du fait que c'est un groupe extrême, controversé, rituel et dangereux. Ils utilisent du sang animal lors de leurs concerts, mais apparemment ils vont chercher ça dans des abattoirs. C'est un fait documenté. Il y a eu même des rumeurs qui ont circulé sur le fait que Watain achetait des chiens aux sans-abri pour les sacrifier. Mais une interview balaye ces rumeurs, je vous lis ce qu'elle dit. L'une des choses que j'aime autant que je déteste avec internet, c'est que si tu passes assez de temps à chercher sur n'importe quel sujet, tu peux trouver absolument n'importe quelle histoire imaginable. Alors, y a-t-il une part de vérité dans la rumeur selon laquelle, au début de Watain, vous achetiez des chiens de sans-abri pour les utiliser dans vos sacrifices? Erik Danielsson répond: eh bien, je vais le dire comme ça. Les gens aiment beaucoup parler, surtout de choses dont ils savent pertinemment qu'eux-mêmes n'auraient jamais la capacité de faire partie. Watain est un groupe qui semble très inspirant pour que les gens inventent des histoires. Laissez les gamins jouer, laissez-les s'amuser, parce que c'est tout ce qu'ils ont dans leur petite vie, qu'ils racontent leurs conneries, c'est très bien. Et je vais vous lire juste pour le plaisir un petit passage de ce qu'ils pensent des activistes pour les droits des animaux. Ma dernière question, quand vous tournez aux États-Unis, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec PETA à cause de votre utilisation de sang sur scène? Des militants pour les droits des animaux ici aux États-Unis qui deviennent parfois un peu extrêmes dans leurs protestations. Vous les avez déjà croisés? Ou des gens du même genre? Il répond: je ne crois pas. Les quelques militants animalistes que nous avons croisés, soit on les a frappés avant qu'ils aient eu le temps d'ouvrir la bouche, soit on leur a parlé 5 minutes et ils sont partis en larmes. Pour moi, l'absurdité d'un militant des droits des animaux qui se plaint de ce que nous faisons est au même niveau que l'absurdité de l'humanité en général. Et c'est un niveau très élevé d'absurdité. Je leur crache dessus. Ils ne sont pas capables de penser plus loin que leur bout de leur nez. La cruauté envers les animaux est l'une des dernières choses dont ce groupe se préoccupe. Tu vois, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, ils sont un petit peu... soit c'est un peu provocateur, soit un peu vilain quand même. Carpathian Forest. Carpathian Forest est un groupe de black metal norvégien fondé en 1992. Son membre iconique est bien sûr Nate Frost. Il a d'ailleurs une carrière solo depuis 2003 jusqu'à maintenant. C'est un groupe provocateur et on y revient juste après les albums cultes. Black Shining Laser, sorti en 1998. Premier album, froid, cru, sadique, qui installe définitivement leur identité misanthropique. Il marque l'entrée du groupe dans le black metal norvégien officiel et reste un classique underground. Il pose
pose les bases de leur esthétique provocatrice. Strange All Brew, sorti en 2000, album expérimental, dérangé, mélangeant black metal, sample, humour noir et atmosphère malsaine. C'est leur disque le plus bizarre et le plus culte, souvent cité comme leur signature artistique. Defending the Throne of Evil, sorti en 2003. C'est leur album entre guillemets le plus grandiose, plus symphonique, plus massif, mais toujours profondément nihiliste. Alors, Carpathian Forest, alors là c'est la provocation, leur petit souci. Il y a notamment un DVD qui est sorti, qui s'appelle We Are Going to Hollywood for This, qui est connu pour des performances volontairement choquantes, de la nudité, du sadisme, une imagerie sanglante, des armes, des danseuses nues âgées et obèses. C'est documenté dans le Wikipédia français si vous voulez. Alors, je n'ai pas vu le DVD. Pour ceux qui l'ont vu, je vous invite à corriger s'il y a des imprécisions. Et j'ai trouvé une petite interview sur YouTube de Nate Frost lui-même qui parle de ses addictions à la drogue et notamment à l'héroïne. Si ça vous intéresse d'aller regarder, je vous passe un petit passage et vous irez voir par vous-même. Talker. Je fais le lien ici parce que Oest, fondateur de Take, a joué en live pour Nate Frost. Décidément, le monde est petit, encore une fois. C'est un groupe formé en 1995. Alors là, il y a pas mal de choses à dire sur le groupe. Mais d'abord, les albums. Natesdid, sorti en 1999. C'est un album fondateur, enregistré entièrement en norvégien archaïque. L'atmosphère y est froide, les riffs sont hypnotiques. C'est l'un des disques les plus respectés du black metal norvégien de la fin des années 90. Over Björkvin, sorti en 2002. Plus agressif, plus varié, plus norvégien dans l'âme. Il y mélange mélodie traditionnelle, violence pure et passage atmosphérique. Et enfin, Take, sorti en 2008, alors celui-là, c'est celui qui a fait exploser le groupe à la scène internationale. Pour les affaires diverses, on est uniquement sur cette histoire de navet. Il apparaît avec une croix gammée sur scène en 2007, lors d'un concert à Essen en Allemagne. Voici la petite photo. Et l'article montre aussi la position de Oest au sujet des navets. Take n'est pas un groupe navet ou politique, etc. Nous ne nous attendions certainement pas aux réactions menaçantes actuelles, puisque tout le monde devrait savoir maintenant que tout notre concept repose sur la provocation. Nous allons désormais censurer certains symboles pour le reste de la tournée européenne, et nous présentons nos excuses à tous nos collaborateurs qui pourraient avoir des problèmes à cause du scandale de la croix gammée des scènes, à l'exception du propriétaire du club, que je méprise profondément. Il y a eu aussi annulation de la tournée américaine en 2018 à cause de cette controverse. Des accusations d'islamophobie, notamment parce qu'il y a eu la chanson Orkan où Oest utilise le mot Mohamed dans un contexte insultant, cela a déclenché la polémique. J'ai trouvé un article sur Skullogans Webzine qui en parle. Take, le groupe de black metal norvégien, a récemment été nominé pour la 40e édition des Spellemann Awards, équivalent norvégien de victoire de la musique, dans la catégorie meilleur groupe de métal. Cela a entraîné de nombreuses réactions, notamment par la chaîne de télévision Al Arabiya, qui déclare que les paroles de l'album Orkan sont anti-islamiques. Pour cela, il se base sur les paroles suivantes. To hell with Muhammad and the Mohammedans. Traduisons par au diable Mahomet et les musulmans. Puis Norway will awaken. La Norvège va se réveiller. Même la presse généraliste s'en mêle, et ça c'est fou. Sur l'article de West France. En 2007, le chanteur de Take est apparu sur scène avec une croix gammée peinte sur son torse lors d'un concert à Essen. En 2013, à un concert à Glasgow, le chanteur est aussi apparu sur scène avec un t-shirt islamophobe, montrant avec un croissant, symbole de l'islam barré en rouge, poursuit le communiqué et joignant là aussi une photographie. Dans une interview plus récente, on retrouve de nombreux éléments de discours de l'extrême droite et ouvertement islamophobe. Alors vous voyez un peu le bazar. Et franchement, il y a plein d'articles sur différents journaux français qui en parlent. Même sur BFM. Anti-islam, symbole navet, la programmation d'un groupe de métal norvégien à Paris a fait polémique. Et lui, de son côté, il dit que c'est pas une attaque contre les musulmans. Il dit que c'est de la provocation anti-religieuse générale. Et j'ai trouvé aussi une interview sur YouTube. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours aller la voir. Alors, provocation ou part de réalité, c'est un mystère. Margaret. Alors, là, sur ce groupe-là et sur le groupe suivant, on va arriver sur des gens un peu spéciaux, dirons-nous. Nargaroth est un one-man band allemand formé en 1996 par H, ou René Wagner. Je le dis parce que il sera cité en tant que Wagner de temps en temps. Les albums cultes sont Black Metal is Creek, sorti en 2001. C'est l'album emblématique, c'est celui qui a fait exploser la réputation du projet dans l'underground. Misanthrope et iconique, considéré comme un manifeste du black metal allemand, un son typique de l'underground des années 90. Earthslide, sorti en 1999, le premier album, culte pour son atmosphère mélancolique et son côté autobiographique, très respecté par les fans de la première période. On y trouve une ambiance unique,
froide et triste. Et enfin, Geliebte des Regen, sorti en 2003. C'est l'album le plus émotionnel et mélodique, souvent cité comme son œuvre la plus mature. Il n'y a pas d'affaires judiciaires, il y a juste des controverses internes. Évidemment, il est accusé plus ou moins d'être proche des navets. Et pour contextualiser un peu le personnage, je vais vous lire un petit morceau d'interview qui donne un peu le ton. L'intervieweur dit: Que pensez-vous de l'avant-garde BM en fait? Parce que je précise qu'on lui a dit qu'il était dans la scène avant-gardiste juste avant, et en fait il dit que non, et que c'est une aberration, et que c'est pas bien, et qu'il veut rien savoir, etc. Encore une fois, je ne perds pas de temps avec une approche aussi libérale et dégénérée quand il s'agit de black metal. Avec votre incroyable carrière, vous avez joué presque toutes sortes de BM. Que pensez-vous de genres aussi nouveaux que post-black ou black gaze? Je suis un mâle allemand blanc cisgenre, avec des valeurs plutôt vieilles et très conservatrices. Je ne suis pas désolée pour ça. Je pense que cela montre très clairement quelle est ma position à l'égard de telles aberrations dérangées et honteuses de l'esprit libéral. Et en fait, dans les interviews, il est vraiment bizarre. En fait, il a presque aucun sens, ce gars. Je le trouve pas très pertinent, en réalité. Pour en revenir sur ces histoires de navets, je vous lis un petit passage du wiki, j'ai aussi vérifié la source, elle est ok. En entrevue avec Magda Sinum ab Ovo, Wagner affirme qu'il considère les navets comme une restriction mentale. Wagner supporte ouvertement la crise Graber-Fürsorge, Désolé, je ne suis pas germanophone. une organisation allemande qui veille à l'entretien des sépultures militaires de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, mais rejette tout lien entre ce support et la promotion d'idées fascisantes. Cependant, en raison des mentions du black metal de l'homme blanc pour l'homme blanc et des hommages au groupe allemand NSBM absurde, ainsi qu'aux soldats de la Wehrmacht de l'Allemagne nazie sur le livret de l'album Herbstleid, édité en 1999, Nargaroth est reconnu comme affilié aux idées nationalistes et néo-navets. Alors voilà, si vous voulez un peu voir qui est ce genre de personne, allez lire les interviews, c'est très parlant. Arcanum, C'est encore un one-man band créé par Shamatae en 1992, et cette fois-ci on est en Suède. Alors je sais pas s'il est encore plus bizarre que H de Nargaroth, parce qu'on est sur un autre sujet. Enfin bref, vous allez voir. Les albums cultes sont Kostoger, sorti en 1997. C'est un album culte absolu. Forestier, pagan, avec une atmosphère unique. Fran Marder, sorti en 1995. Fran Marder est un album fondateur. On y trouve une atmosphère primitive et païenne, des riffs hypnotiques et un statut de classique dans le BM suédois. Et enfin en 2009, alors là je sais pas comment on le dit, PPPPP, on sait jamais comment faut prononcer ce truc là, un retour en force très bien reçu, plus sombre et plus structuré. La production est plus claire, l'atmosphère occulte est très forte, souvent cité comme son meilleur album moderne. Alors, vous allez voir pourquoi il est bizarre. Metalum nous dit plein de trucs à ce sujet-là. Je vous fais un petit résumé. En gros, Shamatae, le créateur d'Arcanum, n'était pas seulement un musicien, il est aussi auteur ésotérique. Dans les courants suivants, chaognosticisme, satanisme anticosmique, religion nordique ancienne, il a publié ses livres sous 2 pseudonymes, Vexior et Ekortu. Son premier ouvrage majeur est Pan Paradox, sorti en 2009, publié par Ixaxar, un éditeur spécialisé dans l'occultisme extrême. Et en 2018, il a arrêté Arcanum pour se consacrer entièrement à l'écriture, à ses pratiques spirituelles et à son système religieux personnel. Et il y a une interview que j'ai trouvée sur chaosophie.net. Ce gars est complètement dans l'espace. Je vais vous lire quelques passages. Le journaliste dit: Pourriez-vous nous dire comment vous avez commencé à barboter dans l'occultisme? Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre la voie du chaognosticisme? Il répond: J'ai découvert la voie de la main gauche en début de mon adolescence et comme j'ai grandi en écoutant du heavy metal, je pense que ça m'a influencé, me faisant aller à contre-courant et m'écarter de la foule. Dans l'ombre, j'ai trouvé Pan m'a trouvé plus jeune et je savais que, pour la première fois de ma vie, que j'étais sur la bonne voie. Avec Pan comme guide, j'ai expérimenté toutes sortes de pratiques magiques différentes. Il me montra le chaos et m'apprit à communiquer avec, embrassa mon caractère rebelle et anarchique et me conduisit vers le gnosticisme. Tout cela a engendré un lien précoce avec le satanisme, ce qui me permit d'entrer en contact avec un important ordre satanique anticosmique suédois, dans lequel j'ai noué des liens très forts avec tous les membres, une fraternité qui m'a initié au satanisme anticosmique et au chaos gnosticisme. Je me suis demandé du coup si c'était lié au Temple of Black Light, ou MLO comme vous voulez, Misanthropic Luciferian Order, qui est bien connu en Suède, qui est une espèce de culte sataniste, lié à Dissection, d'ailleurs on en parlera bien sûr, mais j'ai rien trouvé qui va dans ce sens-là en vrai. Alors peut-être que il y est rentré quand même, il a fait connaissance d'autres personnes, enfin il en dit pas plus, et j'ai pas trouvé d'interview supplémentaire qui permettrait d'avancer un quelconque argument sur ce sujet. Donc on va laisser ça de côté, je vous le dis quand même, je sais pas si vous pouvez trouver quelque chose là-dessus, mais moi rien. Enfin bref, évidemment, d'aucuns diront qu'il a des liens
avec les navets, du moins eu un lien parce qu'il a été sur le label Necropolis Records dans les années 90, mais bon, honnêtement je vois pas trop en quoi c'est pertinent. Et sachez que, grosse nouvelle, alors j'enregistre la vidéo actuellement, on est le 21 mai, et Arcanum va sortir un nouvel album en 2026 apparemment, c'est ce qui a été dit sur ce site, vmunderground.com, qui nous dit en gros que le label Darkness Should Rise Production va sortir 2 nouveaux albums, puis un 3e. Alors en fait, il a peut-être arrêté la musique pendant un temps, mais finalement, il n'a pas chômé. On passe au suivant. Drutke. Drutke est un groupe ukrainien formé en 2002, originaire de Kharkiv. Les membres principaux sont Roman Saenko et Turios. Les thèmes centraux sont la nature, l'histoire ukrainienne, le folklore, la poésie. Je pense que c'est mon groupe préféré de black metal. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis 4 albums cultes. Autumn Aurora, sorti en 2004. C'est l'album qui a défini le black metal atmosphérique moderne. C'est un mélange parfait entre riff hypnotique et mélancolie ukrainienne. La production est naturelle et très organique, considérée comme un chef-d'œuvre par la majorité des fans. Blood in Our Well, sorti en 2006. L'album le plus épique, tragique et national romantique du groupe. On y mélange black metal, folk ukrainien et poésie de Taras Shevchenko. C'est très mélodique, très émotionnel, et c'est probablement leur sommet artistique. Forgotten Legends, sorti en 2003, c'est leur premier album fondateur du style Drutke. L'influence majeure de toute la scène atmosphérique. L'ambiance y est brumeuse, répétitive, méditative, presque rituelle. Microcosmos, sorti en 2009. L'album est acclamé par la presse internationale. C'est un mélange de black metal et de folk ukrainien, épique, contemplatif et nostalgique. Drutke, c'est vraiment très mélancolique. Je crois que j'ai jamais trouvé plus mélancolique que Drutke en fait. Alors évidemment, les casseroles, c'est les navets, comme d'habitude. Petit article sur Wiki qui nous dit: Le groupe fait l'éloge du nationaliste ukrainien Stéphane Bandera dans sa chanson Du sang dans nos puits. Cela vaut à Drutke d'être associé au black metal néo-navet, tout comme les groupes précédents de Roman Saenko, Hellforest et Astrophase. Drutke est par ailleurs signé chez Supernal Music, un label de la scène black metal néo-navet jusqu'en 2007. Le groupe adopte ensuite une approche moins axée sur la thématique du nationalisme jusqu'à l'annexion de la Crimée en 2014, à la suite de laquelle le groupe renoue avec les thèmes nationalistes dans ses albums de 2015 et de 2018. Alors, je ne suis pas spécialiste du nationalisme ukrainien, et comme il y a des problèmes avec la Russie, je ne sais pas si on peut parler de navet ou seulement de nationalisme. Enfin bref, c'est un sujet compliqué, comme avec tous les groupes ukrainiens ou presque. On fait la petite pause sympa, donc les groupes qui n'ont vraiment quasiment rien à se reprocher. Cult of Fire. Cult of Fire est un groupe tchèque formé en 2010. On a des thématiques comme l'ésotérisme, l'hindouisme, le bouddhisme, Ascetic Meditation of Death, qui est sorti en 2013. C'est l'album qui a propulsé Cult of Fire au rang de groupe mythique. C'est un mélange unique de black metal, de rituels hindous, de mantras, d'atmosphère sacrée, une esthétique visuelle et sonore totalement à part, considéré comme un chef-d'œuvre du black metal ésotérique moderne. Rien de spécial ici à leur sujet. Urfaust. Urfaust est un groupe hollandais formé en 2003, qui a d'ailleurs splitté en 2023. Évidemment, Urfaust vient de Faust. D'ailleurs, je vous conseille de le lire, c'est vraiment incroyable. Les albums cultes. Geist is Stuffle, sorti en 2004. C'est le premier album fondateur du style Urfaust, un black metal minimaliste, hypnotique, avec un chant incantatoire totalement unique. Et oui, c'est ça qui fait Urfaust, c'est vraiment le chant qui est vraiment typique, qu'on reconnaît à 1000 km. L'atmosphère est rituelle et occulte. C'est un classique absolu. Der Freiwillige Bettler, sorti en 2010. L'album qui a fait exploser leur réputation. Un mélange parfait entre black metal, ambiant et rituel. Le chant y est encore théâtral. Et là, vous allez me dire que c'est pas un album, mais je m'en fiche, je le mets quand même parce que c'est avec cette compilation que j'ai découvert Urfaust. Ritual Music for the True Clochard, qui est une compilation de 2012, que j'adore. Les riffs ils sont répétitifs, les structures longues et hypnotiques, le chant est encore unique avec des lamentations, des incantations, des cris, l'ambiance un peu de cave, et on a ce truc un peu alcoolisé aussi chez Urfaust qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs, je trouve. Dark Space. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Dark Space est un groupe suisse formé en 1999. C'est un groupe très discret, un peu fantôme. Ici, on a du black atmosphérique poussé à l'extrême, des morceaux très longs, une ambiance cosmique glaciale, un son dense, saturé, presque industriel. C'est vraiment spécial, Dark Space. Dark Space 2, le monolithe noir. C'est l'album où Dark Space cesse d'être un groupe et devient une force cosmique impersonnelle.
émotionnel. Tu n'écoutes pas Dark Space, tu t'y perds. Les guitares sont des vagues de radiation, les blasts un moteur d'hyperespace, les voix des transmissions perdues dans le vide, c'est froid, inhumain et écrasant. Ça te fait sentir minuscule. Le 3, il est plus atmosphérique, plus profond, presque contemplatif. Les morceaux respirent, s'étirent et se dilatent comme des galaxies en expansion. Il y a une espèce de mélancolie cosmique, une beauté glaciale. C'est moins brutal et plus cinématographique. Et le 3, 1, donc 4, les guitares deviennent des nappes, les rythmes disparaissent, les voix se dissolvent dans le vide. C'est un disque qui ressemble à une méditation dans le néant, une plongée dans un espace où le temps n'existe même plus. Allez écouter Dark Space si vous ne connaissez pas, c'est vraiment unique. Xastur, Xastur est un groupe américain, formé en 1995. Alors là, on a clairement quelque chose axé sur la dépression, dans les premiers temps. Je vous mets 3 albums cultes. Telepathic with the Decided, sorti en 2004. C'est l'œuvre la plus emblématique. Les guitares sont des nappes de brouillard, la batterie est un battement de cœur irrégulier, et les voix des murmures étouffés, comme si elles venaient d'une autre pièce ou d'un autre monde. Il capture parfaitement l'essence du DSBM. Non pas la violence, mais l'érosion intérieure. Vraiment, c'est un album qu'il faut écouter lorsqu'il y a du brouillard dehors et que le jour vient de se lever. C'est vraiment ça quoi. To Violate the Oblivious, sorti en 2004. C'est l'album le plus abouti sur le plan atmosphérique. Xastur atteint une forme de perfection dans la répétition hypnotique. Les morceaux semblent tourner en boucle, mais chaque écoute révèle des détails cachés. C'est une expérience presque dissociative. Et enfin, Subliminal Genocide, sorti en 2006. C'est l'album le plus dense et le plus suffocant. C'est un bloc de désespoir. La production volontairement saturée crée un effet de mur, comme si chaque instrument tentait d'étouffer l'autre. On y évoque la tristesse, dissolution, la perte de soi, l'effacement progressif. C'est un brouillard émotionnel. Il y a aussi cette anecdote dans un album de Sono, Black One, sorti en 2005. Apparemment, Maléfique a enregistré des voix en pleine crise de claustrophobie. C'est écrit dans une chronique sur leséternels.net, si vous voulez aller voir. Berit, Berit est un groupe finlandais fondé en 1989, et oui, c'est très vieux. On a des thématiques autour du blasphème, du satanisme, du mysticisme. Les albums cultes sont Drawing Down the Moon, sorti en 1993. C'est un disque qui ne ressemble à rien d'autre dans le black metal de son époque. Loin de la vitesse ou de l'agression, Berit propose ici une musique lente, ritualiste, presque chamanique. Engram, sorti en 2009. C'est un retour inattendu et triomphal. Le son y est plus massif, plus organique, mais l'esprit reste le même. Les morceaux aussi entre frénésie primitive et passage atmosphérique étrange. Et bien sûr, vous pensiez que j'allais oublier, mais non, The House of Black Blood, qui est une compilation sortie en 1991. Allez l'écouter, c'est vraiment un pilier du bestial. Alors apparemment, il y a quelques trucs autour de la sortie de cette compilation que j'ai trouvé, notamment que le groupe ne voulait pas que ça sorte. Il y a une interview sur metalcrypt.com où Nuclear Holocausto est interviewé. Je vais vous lire un petit passage. En réalité, j'aimais The House of Black Blood comme une copie pirate de notre démo, et je n'ai jamais voulu qu'il soit publié. Peut-être que cela m'a motivé à composer le premier véritable album. Je ne pensais pas que The House serait très populaire à l'époque, du moins je n'en avais pas conscience. En fait, Turbo Music a publié cette compilation dans leur dos. Black Witchery, Et on termine cette pause sympa avec Black Witchery, qui est un groupe américain formé en 1996, qui est un groupe de bestial, parce que j'aime bien mettre du bestial quand même. Je mets 2 albums ici. Desecration of the Holy Kingdom, sorti en 2001. C'est une déflagration totale, un assaut continu, la production y est presque hostile, c'est un bombardement incessant, bref, c'est du bestial quoi. Et il a défini une version américaine du style. Le deuxième, Upheaval of Satanic Might, sorti en 2005. C'est le disque le plus, entre guillemets, maîtrisé. Black Witchery conserve sa sauvagerie, mais gagne en cohésion. Les morceaux y sont plus structurés, les transitions plus tranchantes, et l'ensemble dégage une puissance presque rituelle, en unissant une volonté de canaliser la violence, en faire une arme plus précise. Et voilà, c'est la fin de la petite pause sympa. J'espère que ça vous a fait plaisir. On est reparti sur des choses plus compliquées. Shining, Shining est un groupe suédois formé en 1996. C'est un groupe de DSBM. Donc là, on a tout le paquet, le suicide, la dépression, la misanthropie, la mort, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de Niklas Kvarfors, qui est le membre principal de Shining. Mais avant ça, l'album culte, parce que je considère qu'il n'y en a qu'un. Almstadt, sorti en 2007. C'est un album unanimement considéré comme leur sommet. Un mélange parfait de DSBM, de rock progressif, de spoken word et de violence. Beaucoup de sources sur ce personnage.
qu'est Niklas Warforce. C'est quelqu'un d'imprévisible, de violent. Par exemple, il y a eu un concert annulé pour acte inacceptable à Portland. Je vais vous lire un tout petit passage de l'article de loudtv.net. Ce sont les gérants de la salle de concert qui ont annulé le concert. Les raisons ? Le chanteur Niklas Warforce se serait drogué, saoul et menaçait de poignarder les employés. Enfin, il aurait tripoté des femmes. Il a utilisé de nombreuses insultes racistes et homophobes sur scène. Il a menacé les membres du public de viol, les a frappés et a fait des saluts fascistes à plusieurs reprises tout au long de leur performance. Voilà, vous avez un petit peu, avec ce petit résumé, une idée de qui est cette personne. J'ai même trouvé une interview sur Invisible Oranges qui date de 2016 où le journaliste nous raconte plusieurs choses intéressantes. Il nous dit: Il menace même un journaliste et tient des propos homophobes. J'ai interviewé Shining pendant plus d'1 heure en 2 sessions menées dans le bus de tournée. Son attitude changeait rapidement et apparemment au hasard. D'un autre côté, sans prévenir, Warforce a tenu des propos menaçants à mon égard envers ses compagnons de tournée et envers ses fans. Il utilisait un langage que la plupart des Américains trouveraient probablement offensant ou à minimum dérangeant, de manière très libérale, presque jusqu'à l'excès comique. Une minute, il semblait, peut-être en plaisantant, faire une avancée à connotation homosexuelle, puis l'instant d'après tenir des propos franchement homophobes. Si cette interview m'a mis mal à l'aise au début, à la fin, Warforce paraissait ridicule plutôt qu'intimidant. Et oui, et c'est exactement ce que je pense de cette personne, je sais pas vous, mais vous allez voir. Ensuite, le groupe est aussi connu pour l'auto-mutilation sur scène et des propos, on va dire, provoquants ou faisant l'apologie du suicide. C'est quelque chose de connu, qui revient régulièrement dans les interviews. J'ai trouvé une interview sur radiometal.com. L'intervieweur nous dit: Es-tu réellement fasciné par le suicide, le sang et l'automutilation? As-tu déjà vu quelqu'un mourir? Il répond: Oui, une fois. La mort, c'est pas très joli, mais quand on l'a vu de près une fois, c'est très différent. D'un autre côté, The Shining est un outil qui me fait autant de mal à moi qu'aux autres membres du groupe. Il faut bien écouter de temps en temps. Pour résumer, je vous emmerde. L'intervieweur demande: Que penses-tu par exemple du suicide de John Notveit, l'ancien leader de Dissection? Il répond: Je l'ai connu. T'es quelqu'un de bien. C'était l'un des rares satanistes à être sérieux à propos de ses croyances. Je trouve ça beau qu'il se soit donné la mort, et ce pour 2 raisons. La première est liée à ses croyances religieuses. La seconde, c'est parce qu'il faut faire l'éloge de la mort, que ce soit celle de ta mère, de ton meilleur ami ou de ton voisin. John était un type bien, qui a répandu pas mal de méchanceté et entubé un bon paquet de gens. À ta santé, mec, on pense toujours à toi. Donc voilà, en gros, il a toujours des déclarations de ce style-là sur le suicide, de la mort des gens, même sur le Covid d'ailleurs. J'ai même trouvé un article là-dessus si vous cherchez Niklas Warforce et Covid. Il tient aussi des propos sur ça qui sont un peu gênants quoi. Mais il a admis publiquement avoir des problèmes psychiatriques, donc schizophrénie, bipolarité, PTSD, état de stress post-traumatique. Il y a une très longue interview sur metalimperium.com sur justement cette histoire de, entre autres, de santé mentale. Je vous invite à aller la lire, je vais pas la lire ici, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, il est connu pour mal parler aux journalistes, être agressif avec ses fans. Regardez ce qu'il dit sur Radio Metal. L'intervieweur dit: Je te laisse la parole pour conclure, mais pourrais-tu dire autre chose que le traditionnel suicidez-vous et écoutez Shining? Il répond: Je vous emmerde et écoutez Shining, je vous emmerde, vous et vos crétins de copains, et allez vous bourrer pendant que je saute votre copine. Aïe aïe aïe. Bon enfin bref, il déteste les journalistes, mais il adore leur répondre aux interviews finalement, allez savoir. Liturgie. Liturgie est un groupe américain formé en 2005. C'est un groupe adoré ou détesté. Et il est là parce qu'il n'est pas spécialement accessible musicalement. On est plus sur de l'expérimental, de l'avant-garde black metal. Avant de vous expliquer qui est la personne à la tête du groupe et ce qu'elle a écrit, etc. et ce qu'elle pense, je mets 2 albums. Aesthetica, sorti en 2011, c'est l'album le plus culte et le plus influent du groupe. Il y a une rupture totale avec le black metal traditionnel, considéré comme un tournant dans le post-black metal. C'est l'album qui a fait exploser la polémique autour du groupe. Et ensuite, je mets 93696, sorti en 2023, considéré par beaucoup comme leur œuvre la plus ambitieuse. C'est un album très long qui mélange black metal, musique contemporaine, glitch et orchestration. On a la synthèse ultime de la vision métaphysique de Ella Hunt Hendricks, un disque total, radical et monumental. Alors, revenons à la vision métaphysique de Ella Hunt Hendricks, justement, c'est ça qui va nous intéresser ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, elle a écrit un traité qui s'appelle Transcendental Black Metal, A Vision of Apocalyptic Humanism, et je vais vous lire un petit bout du wiki, comme ça vous avez un petit peu le ton.
Le caractère et la technique du black metal transcendantal a un clivage affirmatif du genre marqué par le burst beat, alors qu'un battement de souffle continu manque d'articulation et de portée. Le battement en rafale est défini par l'accélération et la rupture. Il est démontré que ces caractéristiques stylistiques reflètent les valeurs du matérialisme transcendantal incarné dans The Transcendental Black Metal. Hunt Hendrix trace une généalogie du métal comme ayant suivi une trajectoire téléologique vers une intensité maximale, appelée le vide haptique. En gros, elle invente complètement un nouveau genre, donc le transcendental black metal, et ça ne plaît pas le fait de trop intellectualiser le genre. En témoigne une interview que j'ai trouvée sur phoenixnewtimes.com. L'intervieweur dit: Vous avez qualifié votre musique de black metal transcendantal. J'ai lu beaucoup d'objections à ce que vous faites. Je me demande si ce serait le cas si vous n'appeliez même pas votre musique du black metal. Elle répond: On ne peut pas contourner le fait que nous jouions du black metal. C'est le style de notre musique. C'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Cela ne serait probablement pas produit si nous n'avions jamais parlé de black metal. Nous n'avions aucun ami dans la communauté métal, mais je pense qu'il s'agit d'un très petit groupe de personnes qui sont en colère contre le groupe. J'ai l'impression qu'il existe une majorité silencieuse un peu plus favorable. Elle dit quand même qu'elle écoute Peste Noire, Vlad Tepes et Mutilation, ce qui est assez marrant parce que pour le coup ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'elle fait. Enfin bref, groupe très critiqués, de manière générale vus comme des hipsters qui n'ont rien à faire dans la scène black metal, des imposteurs, trop intello, en plus même pas signés sur un label de black, enfin bref, la totale pour eux. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé aussi 2 chroniques françaises, avec 2 avis totalement différents qui illustrent parfaitement ces rivalités en fait. Sur l'album The Artwork, qui est sorti en 2015. Donc je vous lis un petit bout de chronique positive de chez Trashcore, qui a été écrite par Ikea. En effet, The Artwork est à sa manière un disque d'une radicalité rare, plus black metal que le black metal lui-même, risquant de fait de laisser bon nombre sur le côté pour diverses raisons. Si cette musique pleine d'embranchements étonne par sa capacité à filer droite, elle n'évite pas par moments de se perdre dans sa fin, lors d'un vitriol où liturgie paraît effectuer le pas de trop. Cela ne gêne que peu l'écoute de cet album, dont l'immédiateté s'impose au fur et à mesure comme sa force majeure, à l'heure où l'on voit chacun présenter sa Macédoine maison comme une expérience exigeante. Ikea a mis 8,5 sur 10. Mais il dit quand même au début de la chronique qu'il ne comprend pas les blablas incessants de Hunt Hendrix. Et nous avons une chronique publiée chez Horns Up, qui a été écrite par Dark Moru, et qui cette fois-ci a 3,5 sur 10. Déjà, elle commence par Hunt Hendrix. Alors oui, parce que, comme je précise, la personne est transgenre, donc forcément il y a 2 noms, parce qu'à l'époque là, je pense qu'elle n'avait pas encore fait sa transition. Hunt Hendrix est un personnage insupportable. Déjà, ça commence comme ça. Non, monsieur Hunter Hendrix, tu n'es pas le futur du black metal. D'ailleurs, ta musique n'en est même pas. Et moi qui ne suis pas un blackeux et qui crache sur les trous en permanence, j'arrive à discerner que ce projet vire au vaste foutage de gueule. Alors s'il te plaît, arrête un truc, soit la musique, soit tes théories. C'est toi qui choisis. Merci d'avance. Alors lui, il est hyper énervé dans sa chronique. Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de on aime ou on déteste. Il y a des gens qui adorent et qui vont trouver que c'est absolument génial et que c'est novateur et que ça fait un vent d'air frais dans le black metal et que c'est super. Et il y en a d'autres qui vraiment ne peuvent pas voir le groupe en peinture, quoi. Et il y a aussi une chaîne YouTube qui est tenue par Hunt Hendrix, si ça vous intéresse d'aller voir, où elle y explique, j'imagine, toutes ces histoires de transcendantal black metal et tout le bazar. Métal noir québécois. Et oui, on va parler du black metal québécois. Je vous vois derrière votre écran, les Québécois. N'hésitez pas à me corriger si jamais je dis des bêtises. Je vais devoir parler du nationalisme, parce qu'il est un peu question de ça quand même chez les groupes de black metal qu'on va voir en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que le nationalisme québécois? Il s'enracine dans le nationalisme canadien-français né après la conquête britannique de 1760, lorsque les francophones cherchent à préserver leur langue, leur religion et leurs institutions face à une majorité anglophone. Longtemps centré sur la survivance culturelle, ce nationalisme se transforme profondément au cours de la Révolution tranquille, dans les années 60 environ, période où l'État québécois se modernise et devient le principal moteur de l'identité collective. Cette mutation fait passer d'un nationalisme défensif et religieux à un nationalisme civique, laïque et territorial, recentré sur le Québec comme entité politique. À partir de là, il se divise en autonomisme et souverainisme, 2 voies pour affirmer
affirmer la nation québécoise au sein ou en dehors du Canada. J'espère que j'ai assez bien résumé la situation pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être que c'est grossier, mais ça méritait d'y passer un tout petit peu de temps pour avoir un état des lieux, disons. Et j'ai aussi trouvé une thèse sur le sujet, si vous voulez y jeter un coup d'œil, pourquoi pas. Maintenant que vous avez ça en tête, on passe au groupe. J'ai évidemment fait une sélection parce qu'ils sont trop nombreux. Sorcier des glaces. C'est un groupe formé en 1997. Les thématiques tournent autour de l'hiver, de la misanthropie, de la nuit, de la forêt, de la nature. Et c'est peut-être finalement le premier groupe de black metal québécois. En tout cas, ils sont considérés comme des précurseurs. Snowland est l'album fondateur du groupe, un pilier du black metal venu du Québec. Il y a une esthétique très proche du black metal des années 90. Les riffs sont hypnotiques, répétitifs et atmosphériques. Il y a une ambiance boréale, presque mystique, qui deviendra la signature du groupe. Et d'ailleurs, sur l'origine du black metal québécois, thoriummag.com interview Sorcier des Glaces, et il y a une question plutôt intéressante à ce sujet. Peut-on affirmer que c'est le premier album de vrai métal noir québécois? Sinon, qui crois-tu qui pourrait porter ce titre? Sorcier des Glaces répond. Je n'en ai aucune idée honnêtement. Peut-être ayant sorti un full-less album, mais peut-être pas en tant que groupe car Frozen Shadows avait déjà sorti leur démo Empire de Glace quelque temps auparavant. Veneficium en était à leur premier balbutiement, Esquire également. J'ai formé le projet Sorcier des Glaces officiellement, je dirais fin 96, début 97. Alors, je ne sais pas. J'avais déjà pris des photos préalablement, même un peu avant. J'avais des idées en tête, des riffs, mais rien n'était encore concret jusqu'à l'enregistrement de Snowland. Pour vous, qui est le tout premier groupe de black metal québécois? Akitsa. Akitsa est un groupe formé en 1999. Là, on est sur, pareil, la nature, la misanthropie, il y a aussi quelque chose sur la fierté. Et justement, on va en revenir à l'introduction que j'ai faite sur le nationalisme au sujet d'Akitsa. Mais avant ça, 2 albums. Goetie, sorti en 2001, c'est leur premier album, déjà une déclaration de guerre. C'est un black metal très influencé par le punk. La production est volontairement sale, les riffs sont répétitifs et l'ambiance est urbaine et hostile, considéré comme un classique du black metal canadien. Et enfin, La Grande Infamie, sorti en 2006. Le disque qui a fait vraiment exploser leur réputation. C'est un mélange entre black metal et agressivité punk. Il y a une atmosphère de violence urbaine, de nihilisme et d'oppression, souvent cité comme leur meilleur album par les fans de longue date. C'est un album iconique. Bon et bien, revenons à l'interview, c'est OT qui est interviewé sur thoriummag.com encore, et on lui demande quelque chose au sujet de son rapport avec le NSBM, etc. Et c'est assez intéressant, je trouve, quand même, d'avoir son point de vue. Le journaliste dit: Pour faire un lien entre le passé et le présent d'Akitsa, la nouvelle édition du festival va permettre au groupe de retrouver sur la même scène que Satanic War Master après votre collaboration il y a un peu plus de 10 ans. Satanic War Master reste un des piliers de l'underground malgré un discours très extrême, parfois critiqué sur l'aspect NSBM. Comment est-ce qu'Akitsa se positionne par rapport à ses idées et à cette partie de la scène? OT répond: Nous avons déjà tenu un discours plus nationaliste au début de la carrière d'Akitsa, qui s'est effritée au fil du temps. Nous sommes toujours fiers de nos origines et de chanter en français, mais nos paroles d'aujourd'hui ne sont plus axées sur ces sujets. Notre état d'esprit actuel est beaucoup plus sombre, sinistre et sans espoir. Je crois que nous savons utiliser une forme de romantisme macabre pour dépeindre notre vision de la vie moderne à travers notre musique, tel un peintre ou un auteur le ferait par l'entremise d'une œuvre de fiction. Nous ne prenons pas position face à cette partie de la scène. Nous sommes des analystes du monde moderne, pas police de la pensée. Donc voilà, il dit quand même à demi-mot que Akitsa c'était un peu ça avant, mais plus maintenant. Monarque. C'est un groupe formé en 2003. Là, on a quelque chose plutôt sur le blasphème, le satanisme, la mort. C'est un peu différent. 2 albums. Ad Nauseam, sorti en 2009. C'est leur album le plus acclamé. C'est un mélange de black metal et de mélodies tragiques. La production est froide. Il y a une espèce de désespoir un peu majestueux, typique du Québec. Il y a certains de leurs morceaux les plus emblématiques. Lys Noire, sorti en 2013. C'est un classique du black québécois, plus cru, plus direct, mais déjà très mélodique. L'ambiance est sombre, nocturne, presque funéraire. J'ai trouvé une interview chez Hands Up qui interviewe Monarch. On leur demande c'est quoi leur vision du black metal et ils sont pas du tout inspirés en fait. Leur réponse elle est vraiment osef. Disons que l'authenticité est son pilier fondamental. Pour moi, il s'agit d'une musique très spirituelle, bien qu'un groupe ne soit pas forcément dans l'obligation d'avoir des thèmes occultes. Philosophiquement, musicalement, certains codes sont importants, mais les initiés les connaissent déjà, alors je m'arrête ici. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait pas développé plus que ça finalement, j'aurais bien aimé en savoir plus personnellement. Forteresse. Forteresse a été fondée en 2006. On y retrouve des membres de Cantique Lépreux, de Chasse-Galerie, de Monarque aussi. Après, c'est pas tellement comme Paris, il n'y a pas autant de personnes qui se mélangent là-dedans. Après, bon, c'est sûr que le Québec, c'est gros, quoi. Ce sont mes chouchous.
mes préférés. Par contre, niveau thématique, on est clairement sur du nationalisme, de l'histoire, de la nature, ce genre de choses. 2 albums cultes, évidemment Métal Noir québécois, sorti en 2006. C'est l'album fondateur du mouvement Métal Noir québécois, tout simplement. L'ambiance est profondément identitaire, historique et enracinée. Les riffs sont répétitifs et hypnotiques et la batterie est martiale. C'est un classique absolu. Crépuscule d'octobre, sorti en 2011. J'adore cet album, vraiment, il est incroyable. Il est tellement épique. L'ambiance est automnale, mélancolique, presque folklorique. Les mélodies sont longues, immersives. Je crois que je l'ai vraiment écouté en boucle celui-là. Et j'ai trouvé une interview sur la Horde Noire. Vous pouvez aller la lire si vous voulez, elle est assez intéressante. Justement, il y aborde ces sujets de revendications identitaires et compagnie. Si ça vous intéresse, je vais pas lire ici, ça fait un peu redite à force. Mais allez voir quoi. Quantique lépreux. C'est un groupe formé en 2014. La thématique est juste l'hiver. C'est écrit sur Metal Loom, juste ça en fait. Ce qui est assez étrange. L'album que je vous mets ici est super cool. C'est Cendre Céleste, sorti en 2016. C'est leur premier album, immédiatement salué comme un chef-d'œuvre. C'est un black metal glacial, mélodique et très atmosphérique. L'ambiance y est hivernale, désespérée et presque contemplative. Vraiment, c'est une très bonne découverte que j'ai faite il y a quelques années. J'étais assez surprise, honnêtement. J'ai trouvé une interview de Blanc-Feu, qui est guitariste, qui s'occupe aussi des voix et des claviers sur Quantique lépreux, et on lui demande quelque chose de très intéressant sur le métal noir québécois, justement, dont on parlait avant. Le groupe se revendique du métal noir québécois. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Il répond. C'est une grande confrérie. On est tous motivés par notre passion, on s'encourage les uns les autres. On va voir les spectacles où on improvise parfois ensemble, on se donne des commentaires, on s'aide. Par exemple, Deos nous a donné un solide coup de main pour le mastering de l'album. Ce sont toutes ces choses qu'on partage qui, selon moi, sont uniques. Sinon, c'est très important de faire connaître la culture québécoise à travers le métal noir. Par exemple, pour faire réaliser aux gens le combat que l'on mène ici pour l'indépendance, l'aspect sociopolitique que l'on retrouve dans Forteresse ou Chasse-Galerie, l'aspect historique. Dans Quantique lépreux, on retrouve la nature sauvage du Québec, mais aussi l'héritage littéraire et poétique. Justement, je suis allée chercher le texte Paysage polaire d'un poète méconnu ici, René Chopin, que l'on est en train de mettre en musique pour le prochain album. Je cherche aussi de l'inspiration chez les poètes des années 60-70 comme Denis Vanier, avec ses textes subversifs, ou encore chez Paul-Marie Lapointe et Fernand Ouellette. C'est quelque chose que je veux partager dans ma musique. Dans le métal noir québécois, il y a cette émancipation-là, cette appropriation du black metal norvégien, mais en français. J'ai l'impression que ceux qui écrivent en anglais ont une espèce de nostalgie de certains groupes qui les ont influencés. C'est bien correct, mais dans beaucoup de cas, ça reste des gens qui veulent se vendre à la machine qu'est l'industrie du spectacle. Le métal noir québécois se fout des modes, des courants. Voilà, on a encore cet aspect très enraciné, très... je sais pas si on peut dire le terroir pour le Québec, mais c'est ça l'idée, quoi. Et c'est la fin de ce petit passage sur le black metal québécois. J'aurais pu citer Gris, Neige et Noirceur, Délétère, Chasse-Galerie, Sombre Forêt, etc., etc. Mais nous n'avons absolument pas le temps, ça mériterait une vidéo complète. À ce sujet, je vous invite à aller voir une émission de chez Guts of Darkness qui est en ligne sur YouTube, si vous voulez de plus amples précisions. Mgwa. On arrive sur 3 groupes discrets. Mgwa est un groupe polonais formé en 2000. Rassurez-vous, moi aussi je dis MGLA chez moi. Il y a très peu d'interviews données par le groupe. En fait, on n'a pas vraiment d'informations. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, les navets, etc. Mais bon, on en parlera vite fait après. Déjà, les albums. We've Hurt Toward None, sorti en 2012. C'est celui qui a fait exploser la réputation du groupe. Les riffs y sont cycliques, hypnotiques, reconnaissables entre mille. L'atmosphère y est froide, déterminée, presque stoïque. La production est parfaite, claire, mais toujours abrasive. C'est un des albums les plus influents du black metal des années 2010. Le deuxième, Exercises in Futility, sorti en 2015. C'est un album unanimement considéré comme un classique moderne. Les 6 morceaux sont numérotés, tous sont devenus cultes. Les riffs sont mémorables, les mélodies sont sombres, la tension y est permanente. C'est souvent aussi un album cité comme un des meilleurs du black metal des années 2010. Alors je suis pas forcément d'accord avec, MGLA c'est cool, mais bon, Furia c'est mieux. Mais il faut quand même constater que ça leur a donné une espèce d'aura un peu mondiale. Bon, et les navets alors ils sont où? Eh bien, j'ai trouvé un article sur radiometal.com, parce que oui, la formation de MGLA est liée à celle de Clandestine Blaze. Je vais vous lire un tout petit passage. Rançon du succès, la découverte par le grand public des acquaintances, pourtant loin d'être neuves, du duo avec l'inénarrable Miko Aspa, connu pour être la voix de Despel Omega, Ouh, on va en parler aussi.
la tête du label Northern Heritage, le leader entre autres de Clandestine Blaze, mais aussi pour ses opinions politiques pour le moins droitières et ses liens avec la scène NSBM. Lui a valu un scandale en bonne et due forme et quelques annulations de concerts. Etc, etc. Vous voyez l'idée. Bref, il y a une longue interview sur bardomethodology.com. Si vous voulez aller la lire, allez-y. Je sais pas vraiment si on peut dire qu'ils sont liés à la scène NSBM ou quoi que ce soit. C'est assez courant, comme on le sait, hein, les groupes se connaissent entre eux, font fi de leurs idées et opinions politiques pour juste travailler ensemble en fait. Du coup, Despelomedia. alors pareil, ce sont des gens assez discrets. Pour le coup, j'ai trouvé une longue interview sur bardomethodology.com, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont donné que des interviews en anglais, alors que c'est un groupe français, formé en 1998. Il y a beaucoup de choses à dire sur Despelomedia. J'espère que je vais réussir à vous transmettre les informations nécessaires pour que vous compreniez ce à quoi on a affaire. Mais d'abord, je vous mets 3 albums cultes. Simonumentum, sorti en 2004, c'est l'album fondateur de la trilogie, une rupture totale avec leur début, c'est un manifeste, une déclaration de guerre spirituelle. C'est un mélange inédit de black metal orthodoxe, de liturgie, de dissonance et de structure quasi classique. Les textes sont d'une densité théologique rare, le péché, le sacrifice, l'incarnation du mal. Il y a une alternance entre violence extrême et passages choraux quasi religieux. On retrouve aussi une esthétique entièrement tournée vers la théologie négative et la confrontation directe avec Dieu. C'est un album qui a redéfini le black metal du 21e siècle. Il a ouvert la voie à tout le mouvement orthodoxe. Bon, ensuite, Despelomedia s'en est détaché. Face, sorti en 2007, c'est le sommet de leur période dissonante. Un album conçu pour désorienter, briser et déstructurer. Il y a des rythmes fracturés, un chaos contrôlé, un espèce de vertige métaphysique, de chute sans fin. Les textes sont centrés sur la négation, la rupture, la perte de repères spirituels. C'est une structure pensée comme un labyrinthe où chaque morceau est un gouffre. Et enfin, Paracletus, sorti en 2010, eh bien, c'est peut-être celui que je préfère. Ne criez pas. Il est plus linéaire, plus incarné, il est moins chaotique que Face, mais plus tranchant, plus pressant et plus humain. Il y a une exploration de la souffrance, de la grâce, de la chute et du paradoxe chrétien. C'est sûrement l'album le plus émotionnel, le plus abouti et aussi le plus accessible. Donc, si vous ne connaissez pas Despelomedia, moi je vous conseille d'écouter Paracletus. Je vous ai dit juste avant qu'il y avait très peu d'interviews de Despelomedia, et c'est vrai, mais celles qui existent sont extrêmement longues, donc je ne pense pas que je vais les lire ici. Vous irez les voir de votre côté, il suffit de taper Despelomedia interview et vous tomberez dessus. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire une synthèse de tout ceci. Despelomedia rejette l'essentialisme et le déterminisme. Ils affirment que lire leur œuvre à travers des grilles politiques est trop simpliste et c'est une erreur. Ils parlent d'une trilogie au sujet de Simonumentum, Face et Paracletus. Ils expliquent que Simonumentum était un manifeste fondateur, que Face devait provoquer vertige, chaos et perte de repères, que Paracletus est plus linéaire par choix pour servir le concept. La dissonance ne vient pas de nulle part, elle vient de Penderecki et de la musique contemporaine. Il y a chez Despelomedia des influences philosophiques majeures et également littéraires. Je vais vous en citer quelques-unes, comme ça vous avez un petit peu le thème. Georges Bataille, pour sa vision de la transgression du sacré, de l'excès et de la souveraineté. L'importance de l'expérience intérieure et du sacrifice. C'est l'influence numéro 1 de Despelomedia. Nietzsche, pour la volonté de puissance, la morale des maîtres, la morale des esclaves, la critique du christianisme, la vision tragique de l'existence, l'idée que l'artiste doit être au-delà du bien et du mal. Thomas Hobbes, pour la vision du pouvoir, de l'ordre, du Léviathan, l'homme comme étant un être conflictuel. Il y a aussi une réflexion sur l'autorité et la violence légitime. Spinoza, qui a eu une influence sur la compréhension des mécanismes idéologiques, le déterminisme, les passions et la servitude volontaire. Gunther Anders, pour la critique de la technique, l'homme dépassé par ses propres créations. Il y a aussi une influence sur la thématique de la surveillance et de l'IA. Orwell, pour sa critique du totalitarisme dans 1984. Et enfin, que pense-t-il du black metal ? Eh bien, Despelomedia affirme que si le black metal est plus qu'un simple style musical, c'est un vecteur spirituel, un outil de transgression, un miroir du mal. Alors, il doit être relié à une tradition intellectuelle et métaphysique. Et c'est justement sur ce point que j'ai trouvé une interview sur webzine-et-scriptdurock.com de Shaq Soul, qui était aux vocaux et à la batterie au début de la carrière de Despelomedia. Et lui, il nous dit autre chose. Lui, il est pas du tout content de cette histoire
de ce tournant qu'a pris Despelomedia sur tout le côté spirituel, disons. Le journaliste pose la question au sujet du black metal orthodoxe, et lui il répond. Cette autre étiquette ridicule, spécialisée du métal contemporain, n'a été utilisée que plus tard lorsque je suis partie du groupe en 2002. Le terme religieux était d'ailleurs préféré. C'est bien pour ça que je suis partie. Le black metal est depuis Venom un déni du principe même de religion. Et le black metal religieux devenait donc une immense contradiction. C'est comme voir ses amis happés par une secte. Et c'est ce qui s'est passé, car ils ne juraient que par des groupes crétins finis en mal de reconnaissance et de sensationnalisme, jouant de la musique minable comme Watain, Funeral Mist, Offermode. Et plus loin, elle dit: Je suis partie surtout parce que je suis athée et je n'avais pas ma place dans un groupe religieux. Ensuite, j'ai découvert leur nouvelle orientation musicale et j'ai mieux compris. Mais pas vraiment surpris de savoir qu'ils jouent désormais du post-hardcore chrétien suffisamment original pour être soutenu par des légions de hipsters. Il est bien énervé celui-là. Hein. Enfin bref, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, mais ça vous donne un peu de son de cloche. Blutos Nord. Blutos Nord est un groupe français formé en 1994. Et effectivement, Vince Vald avait bien 15 ans lorsqu'il a créé le groupe, selon ce que vous m'aviez dit dans les commentaires. Je vais mettre 4 albums. Ce sera plutôt des albums pour représenter les 3 styles de Blutos Nord, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ils changent souvent de genre, quoi. Même si on reste quand même dans du black metal, attention. Alors, ce sera sûrement pas vos albums préférés, mais voilà. Ultima Thule est sorti en 1995. On est sur la période black metal atmosphérique, mystique, cosmique, plutôt en presque pagane en fait. Les mélodies sont éthérées, il y a des nappes de synthé, une esthétique proche de Burzum, période philosophème, mais en plus onirique. Les rythmes sont lents, les riffs sont enveloppants. En fait, c'est un disque quand même ancré dans la tradition scandinave. Mort, sorti en 2006, c'est une œuvre unique, radicale et dérangeante qui déconstruit le black metal pour en faire une expérience sonore abstraite, dissonante et profondément immersive. Memoria Vetusta 2, sorti en 2009, c'est la période plutôt black metal mélodique et transcendant. C'est un album lumineux et héroïque. C'est l'un des albums les plus acclamés du groupe et il représente la face lumineuse de Blutos Nord. C'est un black metal majestueux, lyrique, presque chevaleresque mais toujours spirituel. Il montre que Blutos Nord peut être beau sans perdre de sa profondeur. Et enfin, Hallucinogène, qui est sorti en 2019, qui représente une période plutôt psychédélique, post-black, période que j'aime pas trop finalement. D'ailleurs, on retrouve vraiment un côté très rock en fait dans cet album-là. C'est un black metal psychédélique, coloré et expansif. J'ai trouvé une interview de Blutos Nord sur Trashcore qui est en français, parce que lui aussi a donné des interviews en anglais, évidemment. Et il nous parle de ses thématiques, et c'est intéressant de savoir de quoi il parle et par quoi il est inspiré. Trashcore dit: Blutos Nord a toujours été intéressé par de nombreuses thématiques variées. On pourrait citer le paganisme, l'impulsivité, le mysticisme ou encore des questions plus métaphysiques. Quelle est l'importance de ces thèmes dans la construction de la discographie de Blutos Nord ? Vince Vald répond: Ces thèmes sont au centre de toute la discographie de Blutos Nord et au centre de ma vie personnelle. Ils sont un chemin d'évolution spirituelle et mystique. La musique, et le black metal en particulier, sont des supports parfaits pour évoquer ces questions métaphysiques en proposant différents niveaux d'écoute et d'appréciation qui peuvent vite s'apparenter à une forme de quête initiatique. Certains groupes ou artistes poussent cela très loin. Le black metal est un art d'opposition qui doit être animé par une certaine forme de subversion, tant dans la forme que dans le fond. Marduk ou Watain, par exemple, ne sont pas des groupes de black à mes yeux. J'appellerais ça de la pop vaguement énervée. Ils livrent exactement ce que l'on attend d'eux. Leur attitude est codifiée, leur musique est codifiée, classifiée, facilement reconnaissable et assimilable. Ils sont des produits du siècle, parfaitement formatés pour un public identifié, à l'opposé même de ce qu'est l'essence du black metal. Où est la subversion ? Où est le choc ? Où sont les questionnements ? Qui peut encore imaginer que la glorification de Lucifer aujourd'hui soit un acte transgressif ? C'est au contraire jouer un jeu simple et évident, servir l'époque. Quand le monarque est l'adversaire d'hier, alors le visage de la rébellion, dans ce monde et ses valeurs, est peut-être celui du Christ. Le black metal peut-il être christique ? Voilà le genre de thématique intéressante à développer et qui peut aboutir à un résultat inattendu sur le plan musical. Plus inspirant en tout cas me concernant qu'un Hail Satan inoffensif et convenu. En fait, malgré tout, j'ai quand même l'impression que Blutos Nord et Despelomedia ne sont pas si loin dans l'idée, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai groupés. Et voilà, on arrive à la fin de la partie 3. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y avez appris des choses, même un tout petit peu pour ceux qui connaissent déjà bien la scène. Je mets la liste des groupes en description pour que vous puissiez retrouver les groupes dont on a parlé. La prochaine fois, on part à un niveau en dessous. Là, ça va être un peu plus compliqué. De toute façon, plus on va avancer, plus on va tomber sur des sujets pas faciles à traiter. J'espère que vous serez au rendez-vous et pour ça, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Merci beaucoup et à la prochaine.